Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui, au moment où je parle, nous sommes le jeudi 15 mai 2025, il est 18h30, et je voudrais faire avec vous un bilan, un point sur la situation pour parler entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine, et de la position de la diplomatie française, ou plus exactement de ce qui en tient lieu, c'est-à-dire de M. Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, qui ne cesse que de révéler semaine après semaine, non seulement sa nullité crasse, sa méchanceté, sa crétinerie, mais aussi sa nocivité, on va le voir dans un instant. Alors, pour l'instant, on en est où? On en est au fait que l'on a appris successivement au cours de la journée que les pourparlers qui devaient avoir lieu à Istanbul, en Turquie, entre les Russes, les Ukrainiens et les Américains, il avait quand même été beaucoup question d'une venue de Vladimir Poutine et d'une venue de Donald Trump, lequel Donald Trump était dans la région. On m'a d'ailleurs interrogé hier lors du direct là-dessus, c'est ce que j'en étais resté un petit peu là, ainsi que de la venue de Zelensky, puisque force était de constater, quand on regardait ce qui se passait, le ballet diplomatique, comme on dit, que Zelensky, celui qui est l'usurpateur, en fait, qui se maintient à la présidence de l'Ukraine en ayant outrepassé son mandat constitutionnel depuis plus d'un an et restant accroché à son poste et en ayant supprimé toutes les élections. Donc Vladimir Zelensky, qui fait fonction de président de l'Ukraine, est en Turquie. Donald Trump a été aux Émirats arabes unis, à l'Émirat du Qatar, dans le royaume d'Arabie Saoudite et je crois au Bahreïn, et donc il était dans la région, il doit passer éventuellement en Turquie. Et donc tout le monde se disait, il n'y a plus que Poutine et on pourrait avoir un sommet avec les États-Unis, Trump, Poutine, et puis Zelensky qui écoutera à quelle sauce il va être mangé par un accord des deux. Sauf que c'est pas comme ça que ça s'est passé. On a appris au cours de la journée que Vladimir Poutine ne viendrait pas, qu'il se ferait représenter par, si j'ai bien compris, par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, que Trump ne viendrait pas non plus. Zelensky lui-même a fait savoir qu'il n'y serait pas. Il est en Turquie, mais il n'ira pas à ces négociations. Parce qu'en fait, on a eu une série de déclarations outrancières, d'une part de Zelensky, qui a sommé quasiment Poutine de venir, ce qui est quand même complètement délirant. D'abord parce que Zelensky lui-même, je crois que c'était en 2023 ou 2024, a pondu un décret présidentiel qui interdisait à quiconque d'avoir le moindre contact avec Vladimir Poutine. Je crois que c'était en 2022. Et maintenant, il somme Vladimir Poutine de venir le rencontrer. Le problème qu'il y a, c'est qu'il est complètement démonétisé vis-à-vis de Moscou. Moscou, en fait, a déjà dit plusieurs fois qu'il ne voulait pas discuter avec quelqu'un qui était d'ailleurs démonétisé chez lui. J'ai eu l'occasion de le dire. Il semble que s'il y avait des élections libres en Ukraine, Zelensky n'obtiendrait pas plus de 15 à 20% des suffrages et qu'il serait battu dès le premier tour d'une élection présidentielle. En attendant, donc, il a tenu des propos assez offensants en exigeant que Poutine vienne. Et puis ces propos ont été renforcés par les propos complètement délirants de la diplomatie française et tout spécialement de M. Jean-Noël Barrot. Jean-Noël Barrot, il a trouvé le moyen. Il a été interviewé, il a trouvé le moyen de dire que il allait en Turquie, il allait rencontrer Lindsey Graham. Alors Lindsey Graham, c'est un sénateur américain républicain qui est complètement siphonné, qui est connu pour des déclarations à l'emporte-pièce sur toute une série de sujets. Je vais y revenir dans un instant. Et donc, monsieur Jean-Noël Barrot est allé rencontrer ce monsieur de passage en Turquie. Et Jean-Noël Barrot a dit à la télévision, à la radio française, il a dit très exactement ceci. Ce sénateur américain, alors je cite Jean-Noël Barrot, a conçu un paquet de sanctions extrêmement puissantes avec des droits de douane de 500% sur les importations de pétrole russe et de 500% sur les pays qui aujourd'hui continuent d'importer du pétrole russe. Voilà. La Russie a trouvé des voies de contournement face au blocus imposé par l'Europe et les États-Unis. Aller fermer le robinet de cette manière-là, c'est une manière de prendre la Russie à la gorge. Et donc, l'Union européenne a décidé d'un 17e paquet de sanctions contre
la Russie pour cibler ses pétroliers fantômes. Et donc, notre Jean-Noël Barrot national a dit il va falloir aller plus loin parce que ces sanctions massives n'ont pas encore dissuadé Vladimir Poutine de continuer sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Il faut de nouvelles mesures qui pourraient asphyxier une bonne fois pour toutes l'économie russe. Je souhaite que l'Europe puisse à son tour brandir des sanctions sur les hydrocarbures. Voilà. Alors, il faut quand même regarder ce que ça veut dire, parce qu'on est quand même dans le domaine du délire général. Si l'on comprend bien cette pensée qui est celle de ce sénateur républicain Lindsey Graham, qui donc a convaincu de son intelligence Macron et Barrot, si l'on comprend donc bien ce qu'a dit Barrot, ça veut dire que il va falloir augmenter de 500% les droits de douane sur les produits qui serait le pétrole russe, donc importé. Mais importé où? Donc dans l'Union européenne. Ça veut donc dire au passage que l'Union européenne continue d'importer des hydrocarbures russes. Alors je croyais que c'était interdit. D'ailleurs, c'est la réalité. La plupart, il y a beaucoup de pays de l'Union européenne qui continuent d'importer des hydrocarbures, au premier rang desquels la France, d'ailleurs, soit dit en passant, parce que ça fait partie de tout ce cacher-montrer. Hein, ça fait partie de tous ces mensonges éhontés. Mais si on va plus loin, il s'agit de punir de 500% les importations provenant de pays qui eux aussi achèteraient du pétrole russe, pour donc les dissuader d'acheter du pétrole russe. C'est ça que ça veut dire. C'est super intelligent. Ça veut donc dire que, par exemple, comme vous savez que la Russie a complètement réorienté son commerce extérieur, et au lieu de vendre vers l'Occident, notamment des hydrocarbures dont le volume a quand même effectivement beaucoup diminué, même si ça continue, il continue à en vendre, la Russie vend de plus en plus de pétrole à l'Inde notamment, ou à la Chine, par une réorientation de son commerce. Donc, si l'on comprend bien ce génie qu'est Jean-Noël Barrot, il va falloir appliquer une augmentation de 500% sur les importations chinoises, pour punir la Chine parce qu'elle achète du pétrole russe. Mais, monsieur Jean-Noël Barrot, si on augmente de 500% les importations en provenance de Chine ou en provenance de l'Inde, est-ce que vous avez imaginé, il y a les deux conséquences que ça va avoir. La première conséquence, c'est qu'il va y avoir le prix des ordinateurs, le prix des téléphones portables importés en France, et beaucoup sont fabriqués en Chine, va exploser. Et le problème, c'est que on fait comment vis-à-vis de la colère des consommateurs? C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis il y a quelques semaines. C'est-à-dire que M. Barrot et M. Macron n'ouvrent même pas les journaux, semble-t-il. Lorsque Trump a annoncé qu'il allait augmenter les droits de douane sur la Chine, il avait augmenté de 150%, et puis après c'est passé à 450% parce que la Chine ne pliait pas. Et puis maintenant, on en est où? Eh bien, Donald Trump, la queue entre les jambes, a été obligé de convenir d'un armistice tarifaire pendant 90 jours et de supprimer toutes ces augmentations. C'est-à-dire qu'il a été obligé de le faire complètement machine arrière. Pourquoi? Parce que tout simplement, le gouvernement chinois n'a rien eu à faire, en fait. Ils ont regardé ça, ils ont dit on augmente autant, ils ont monté 150, 500%. Et le résultat des courses, c'est quoi? C'est que d'un seul coup, ça a été un tollé aux États-Unis. Puisqu'aux États-Unis, d'un seul coup, le prix des ordinateurs, des téléphones portables a augmenté de façon fulgurante. Et puis, comme énormément d'entreprises américaines font fabriquer leurs produits en Chine, eh bien, d'un seul coup, elles ont vu leur rentabilité, évidemment, chuter de façon verticale. Ça s'est traduit immédiatement par un effondrement des cours boursiers d'entreprises à Wall Street. Et donc, c'est d'un seul coup, tout le big business aux États-Unis est monté au créneau en disant « Arrêtez cette folie ». Et donc, les Chinois ont regardé, vous savez, c'est un de ces proverbes chinois, ils ont regardé tout simplement passer le corps de leur ennemi flotter sur la rivière qui descend comme ça. C'est-à-dire, ils n'ont rien fait. Hein, c'est le Wu Wei. C'est une théorie du taoïsme, c'est le non-agir. Voilà. C'est-à-dire, lorsqu'un ennemi fait des bêtises, eh bien, on ne bouge pas et on le regarde se planter tout seul. Voilà. Donc le résultat, c'est qu'actuellement, les États-Unis ont décidé effectivement de revenir à une augmentation qui pourrait être de l'ordre de 10%, de 30%, enfin ils sont en pleine négociation. Ce qui signifie donc au passage que ça montre que la théorie de Lindsey Graham, c'était peut-être Lindsey Graham qui avait vendu cette salade à Trump, c'est une fumisterie.
Imaginons que la France donc augmente de 500% les droits de douane sur la Chine et sur l'Inde. Donc la première chose, c'est qu'on aurait une augmentation phénoménale du prix d'un certain nombre d'importations de nombreux produits fabriqués en Chine. Il y en a énormément, hein, que ce soit dans l'habillement, que ce soit dans ce qu'on appelle les produits blancs, les produits bruns, donc tout ce qui est réfrigérateur, congélateur, l'électroménager qu'on trouve dans une cuisine, etc., etc., les ordinateurs, les téléphones portables, enfin c'est fou. Sans compter les automobiles également de fabrication chinoise, sans compter donc les piles qui sont nécessaires puisqu'elles sont fabriquées en Chine pour mettre dans des automobiles électriques. Enfin, c'est incroyable. Donc c'est absolument impossible de faire ça, mais ce ne serait pas la seule conséquence. Parce qu'il y aurait une deuxième conséquence. La deuxième conséquence, c'est qu'évidemment, les Chinois diraient écoutez, puisque vous avez décidé d'augmenter de 500% les importations sur la Chine, nous allons augmenter de 500% les importations en provenance de France. Et là, alors là, d'un seul coup, on verrait, c'est pas drôle, mais on verrait l'effondrement brutal des ventes, de toutes les ventes du groupe LVMH. On verrait l'effondrement. On vend énormément de produits de luxe en Chine, que ce soit Hermès, que ce soit Dior, Cartier, Louis Vuitton, enfin toutes les grandes marques de luxe françaises très appréciées en Chine, comme c'est apprécié au Japon, en Taïwan, à Hong Kong, etc., mais en Chine en particulier. D'un seul coup, c'est un marché considérable maintenant. Il y a au moins 300 à 400 millions de Chinois qui ont un niveau de vie français, voire supérieur. Donc, d'un seul coup, ces produits s'effondreraient. On verra un effondrement des ventes de produits agroalimentaires, notamment le cognac, le champagne, où on fait des ventes extraordinaires, tous les vins français, les spiritueux. Et puis également, alors ça concerne peut-être un petit peu moins la Chine, mais ça concerne par exemple l'Inde, l'armement. Enfin, vis-à-vis de l'Inde, je pense que l'Inde, d'un seul coup, dirait écoutez, allez vous faire cuire un œuf si vous voulez qu'on continue à vous acheter des Mirages ou des Rafales, voilà, ou des navires de fabrication française. C'est-à-dire que immédiatement, qu'est-ce qui se passerait ? Il se passerait que Macron recevrait un coup de téléphone furibard de Bernard Arnault, par exemple, ou bien de Dassault, ou bien de je ne sais pas quoi, de telle ou telle grande entreprise dans le domaine de l'agroalimentaire, du luxe, de l'armement, en disant Manu, arrête tes conneries. Hein. Tout de suite, c'est ça qui se passerait. Voilà. Cette lumineuse idée de M. Barrot nous est donc fournie par Lindsey Graham. Et je voudrais quand même dire un mot sur qui est ce monsieur. Ce Lindsey Graham qui donc est devenu le nouveau gourou de Macron. Donc c'est quelqu'un qui est connu pour ses déclarations à l'emporte-pièce. Il avait, par exemple, en 2022, déclaré qu'il fallait absolument assassiner Vladimir Poutine, que c'était la seule solution pour mettre un terme au conflit en Ukraine. En octobre 2023, le 11 octobre 2023, au moment donc du conflit entre Israël et la Palestine, à Gaza, donc le 11 octobre, quelques jours après les attentats du 7 octobre, Lindsey Graham, qui est quelqu'un qui, à l'évidence, n'aime pas les demi-mesures, n'est pas un homme qui aime les propos pondérés, a conseillé et a dit qu'il fallait raser toute la bande de Gaza. Carrément, il n'a pas pris de fioriture. Et ça, c'était le 11 octobre 2023. Le 7 mars de la même année, le 7 mars 2023, auparavant, il avait déposé une proposition de loi pour que l'armée américaine entre au Mexique, comme ça, sans y avoir été invité, franchisse le Rio Grande, entre au Mexique pour aller faire la loi et aller se débarrasser du cartel de la drogue et de tous les gangs qui sévissent et qui font du trafic de drogue au Mexique, d'ailleurs, très largement pour fournir le marché nord-américain, le marché des États-Unis d'Amérique. Voilà. Alors le président, il y a quand même un président de la République au Mexique, qui à l'époque était le président Manuel Obrador, qui était un président plutôt de gauche, avait quand même fait savoir que le Mexique était un pays libre, indépendant et souverain, et qui n'avait d'ordre à recevoir de personne, et que l'armée américaine était priée de rester au nord du Rio Grande. Ça encore, ça avait fait assez scandale. Et puis le 21 décembre 2024, toujours le même Lindsey Graham, quatrième scandale. Quand je dis un scandale, c'est que ça avait fait sensation aux États-Unis et dans le monde. Il avait demandé que soient prises des sanctions. C'est un homme qui aime les sanctions.
C'est un homme énergique et qui soit prise des sanctions, que les États-Unis prennent des sanctions contre la Cour pénale internationale, puisque la Cour pénale internationale avait émis des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, et de Yoav Gallant, qui est le ministre de la Défense israélien, pour crimes de guerre. Ils avaient, ce qu'a dit en passant, la Cour pénale internationale avait également émis un mandat d'arrêt international contre le chef du Hamas, pour faire bonne mesure des deux côtés. Voilà. Et donc, Lindsey Graham avait dit qu'il fallait que les États-Unis prennent des sanctions. Alors, je ne sais pas quelles sanctions les États-Unis pourraient prendre contre la Cour pénale internationale, parce que d'abord, ils n'en font pas partie. Deuxièmement, parce que ça ne se situe pas aux États-Unis. Ils ont des financements qui ne dépendent pas spécialement des États-Unis, donc je ne vois pas très bien ce que pourrait prendre. Mais peu importe. Monsieur Lindsey Graham, c'est quelqu'un, en fait, qui est connu comme tel, c'est un des sénateurs républicains excentriques qui est connu pour tenir des propos de comptoir, quoi, voilà. Des propos, des rodomontades, des yaka faucons, un petit peu comme le fils Sarkozy, qui est le nouveau génie politique français que ont déniché nos médias, qui dit qu'il faut aller brûler l'ambassade d'Algérie en France. Enfin, voilà, ça fait partie de ce genre de propos qui seraient rigolos dans un café, dans un bistrot, hein, avec des gens qui ont quelques coups dans le nez, mais tenus par des responsables politiques à qui on tend les micros de médias nationaux ou internationaux, ça devient complètement dramatique. Alors, c'est cet individu, c'est cet Olybrius, en fait, dont évidemment toutes les propositions qu'il a faites n'ont jamais été suivies d'effet, parce que sinon ça serait, je sais pas ce que c'est, la planète aurait déjà explosé 50 fois. Et c'est cet individu qui est maintenant la dernière coqueluche de Macron et de Barrot, qui se raccroche à cette idée. Waouh, c'est génial, on va faire 500% de droits de douane contre ceux qui osent acheter des hydrocarbures à la Russie. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'on est dirigé, je rigole mais c'est très très grave, on est dirigé par des gens complètement incompétents, complètement irresponsables et à moitié dingues. Voilà. Il s'agit quand même de la guerre avec la première puissance nucléaire mondiale. Lorsque M. Jean-Noël Barrot dit que la France va prendre et faire prendre par l'Union européenne des sanctions dévastatrices contre la Russie pour prendre la Russie à la gorge, M. Barrot montre dans cette simple déclaration, premièrement, qu'il n'a rien compris à l'histoire, ni l'histoire ancienne, sur l'histoire de la Russie, avec un peuple qui peut endurer toute l'histoire de la Russie de tout temps, a montré que le peuple russe ne s'est jamais laissé envahir, préfère mourir sur place par 25 millions de personnes, comme ça a été le cas avec Hitler, plutôt que de céder son indépendance et sa souveraineté nationale. Donc M. Jean-Noël Barrot n'a aucune idée de la détermination absolue du peuple russe à obtenir justice. M. Jean-Noël Barrot ne connaît pas non plus l'histoire récente. Il raconte cette blague, cette farce des néoconservateurs américains selon laquelle ce serait la Russie qui aurait agressé l'Ukraine. Mais ça n'est pas parce que M. Macron, M. Starmer, M. Merz, les trois toxicomanes du train de la drogue, M. Barrot, ce n'est pas parce que ces gens-là ressassent ça sans arrêt que ça en fait une vérité. Ça, le croire, c'est avoir un raisonnement à la Goebbels. Vous savez, c'est-à-dire les nazis disaient qu'un mensonge répété 10 fois restait un mensonge, répété 10 000 fois devenait une vérité, à force de mettre ça dans la tête des gens. Eh bien non, Monsieur Barrot, vous aurez beau le répéter 50 millions de fois, ça ne changera pas que ça n'est pas la Russie qui a agressé l'Ukraine, c'est d'abord l'OTAN qui a agressé la Russie. C'est l'OTAN qui a entouré la Russie d'un très grand nombre de bases militaires depuis des années. C'est l'OTAN qui, progressivement, contrairement aux engagements les plus solennels qu'avait pris le président George Herbert Bush vis-à-vis de Gorbatchev, qui n'a cessé de faire entrer dans l'OTAN le maximum de pays pour se rapprocher de la frontière russe. Et le dernier truc en date, c'était l'Ukraine, pour qu'ensuite, après ça, eh bien, il commence à dépecer la Russie avec un plan très construit, très prémédité, que j'ai eu l'occasion de présenter, notamment au dialogue franco-russe. Je vous renvoie à cette vidéo. C'est pas des racontars, c'est pas du complotisme, c'est sourcé
aux meilleures sources, c'est-à-dire avec des journaux de Kiev, avec la participation d'officiels américains et avec les déclarations de Mme Victoria Nuland, à l'époque sous-secrétaire d'État américaine, qui expliquait qu'il fallait dépecer la Russie en une quinzaine d'États. Donc, M. Barrot, vous racontez des sornettes, mais le problème, c'est que ce que vous dites peut impressionner des Français qui ne suivent pas bien l'actualité. Ça, c'est malheureusement parce que c'est votre privilège de censurer toute parole contraire et de mentir aux Français pour les entraîner dans le mensonge. Mais ce que vous dites n'a aucun impact sur ce que pense le peuple russe, ni ce que pense une grande partie de la population planétaire. Donc M. Jean-Noël Barrot, il a prouvé par cette déclaration qu'il ne connaît ni l'histoire ancienne, ni l'histoire récente. Il ne connaît pas non plus, ou fait semblant de ne pas connaître, la situation sur le terrain. Actuellement, sur le terrain, les Russes ont commencé, semble-t-il, leur offensive d'été. Ils grignotent tous les jours, mais on n'en parle pas dans la presse mainstream, mais tous les jours, ils grignotent un village par-ci, un village par-là. L'Ukraine est en fait au bord de l'effondrement militaire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Macron, Starmer, le trio de choc du train pour Kiev, ils exigent à ce point qu'il y ait un cessez-le-feu pendant 30 jours. Pourquoi 30 jours ? Pourquoi ils en font une maladie ? Parce qu'ils savent que peut-être qu'au cours des 30 jours qui viennent, l'Ukraine va s'effondrer. Et donc il faut 30 jours de répit pour réarmer l'Ukraine. Évidemment, le problème de Macron, c'est qu'il prend toujours les autres pour des cons, quoi. Il faudrait que Macron il comprenne qu'en Russie, il y a un chef d'État qui est autrement plus malin que lui, qu'il y a des dirigeants qui sont autrement plus intelligents que les ministres dont il s'est entouré, et qu'il y a des chefs militaires qui réfléchissent à toutes les stratégies. Et n'oubliez pas que les Russes sont connus pour être des champions de jeu d'échecs. Et donc, il est évident que jamais ils vont tomber dans le panneau. Enfin, c'est gros comme une maison. Un enfant de 6 ans aurait compris et que ça marche pas comme ça. Voilà. On ne dicte pas. La personne qui est en train d'être complètement submergée sur le terrain ne dicte pas ses conditions à celui qui est en train de gagner la guerre. Mais M. Barrot ne montre pas seulement son ignorance de tous ces sujets, il montre également son ignorance complète du succès qu'a rencontré la Russie dans la réorientation de ses échanges commerciaux et économiques. Parce que toute l'idée de départ, qui était celle de M. Bruno Le Maire, cet auteur prolifique de récits et de romans pornographiques, à ses heures perdues, M. Bruno Le Maire, rappelez-vous, avait dit qu'il allait mettre la Russie à genoux. Parce que M. Bruno Le Maire pensait qu'il allait suffire que les Occidentaux coupent le réseau SWIFT pour les échanges interbancaires et puis prennent quelques sanctions commerciales pour que d'un seul coup, la Russie demande pitié, grâce. Alors déjà, j'ai expliqué que même si ça avait fonctionné, la Russie n'aurait jamais demandé pitié et grâce. Voilà. Le peuple russe est connu, c'est un des peuples les plus endurants du monde. C'est un des peuples qui peut endurer des situations absolument extrêmes pour sauver la Sainte Russie. Donc jamais ça n'aurait marché. Mais en plus de ça, ça n'a pas fonctionné. Parce que tout simplement, les Russes sont un peuple très industrieux, mine de rien, veulent défendre leur pays, et ils ont extraordinairement bien réussi la réorientation de leurs échanges. Ils ont créé un nouveau système SWIFT qui leur appartient, qui marche très très bien avec les États avec lesquels ils commercent. Ils se passent très bien du réseau SWIFT. Maintenant, les hydrocarbures, justement, ils les vendent notamment à la Chine, mais à l'Inde, etc. Leurs échanges commerciaux s'est réorienté vers des pays comme la Chine. Mais justement, ça tombe bien parce que la Chine ou les pays d'Asie du Sud-Est, ce sont ceux en plus forte croissance. Donc en fait, la Russie se fiche de la vieille Europe, qui d'ailleurs est de plus en plus désindustrialisée. Donc en fait, tous les pays de l'Europe ne suscitent plus que des haussements d'épaules et du mépris. Et ça, M. Jean-Noël Barrot ne l'a toujours pas compris. Et M. Jean-Noël Barrot n'a toujours pas compris que si on prend des sanctions contre les autres peuples du monde, d'abord on apparaît pour ce que l'on est, c'est-à-dire quelqu'un d'extraordinairement odieux et désagréable. Et deuxièmement, on ne suscite pas l'affection ni l'amour, on suscite au contraire envie de donner une paire de claques, voilà, physiquement ou bien métaphoriquement, en prenant des sanctions, des contre-sanctions et des mesures de rétorsion. Et à ce petit jeu-là, c'est pas la France qui gagnera. Voilà. Donc je voulais vous le dire parce que la situation, elle est quand même très grave.
Parce que vu de Moscou, quand on entend ce blanc-bec de Jean-Noël Barrot, qui n'a, honnêtement, il n'a même pas les compétences pour être, je sais pas moi, un adjoint, un chef de bureau à la direction de la comptabilité publique à Bercy. Et encore, j'en connais qui sont mieux que ça. Donc monsieur Jean-Noël Barrot, il est à cette place uniquement que parce qu'il est le fils de son père. Voilà, Jacques Barrot, qui était une espèce de ministre de Chirac, qui était centriste, c'est tout dire. Et nous sommes dans la reproduction des élites dont j'ai déjà parlé. Nous sommes en plein népotisme. Voilà, on nomme quelqu'un de totalement incompétent, mais pour faire plaisir, et ci et ça. Et puis surtout, il y a aussi le fait que M. Macron étant lui-même d'une intelligence très relative, contrairement à ce que l'on a dit, mais maintenant de plus en plus des millions de Français ont compris qu'en fait, celui qu'on nous avait présenté comme le Mozart de la finance, c'est un imposteur, et c'est quelqu'un qui fait illusion pendant un certain temps, c'est un escroc, donc comme tous les escrocs, il fait illusion pendant un certain temps, et puis assez rapidement, les gens commencent à découvrir que derrière, c'est que du bobard, c'est que des mensonges, c'est que des tromperies, et qu'en fait, le type, il a une intelligence de l'escroquerie, mais il n'a pas une intelligence suprême, c'est qu'il n'a pas compris que les escrocs, ça ne marche jamais tout le temps. Il y a toujours un moment où un escroc finit par tomber. Toujours. Voilà. Et là, il est en train de tomber, Macron. Et comme il a peur, en fait, il s'est entouré d'imbéciles parmi ses ministres. C'était des gens qui n'étaient pas plus intelligents que lui. Parce que la terreur de Macron, c'est d'avoir avec lui ou face à lui des gens plus intelligents. On l'a vu d'ailleurs lors de cet entretien qu'il a imposé à TF1 pendant 3 heures soporifiques, mais ça devait être l'occasion pour lui de rebondir. C'est surtout un désastre. Il y a eu très très peu de gens qui l'ont regardé. 4 800 000 téléspectateurs, c'est à moitié moins ou 50% de moins qu'un journal télévisé habituel. C'est-à-dire que au moment où il avait fait ses déclarations, une déclaration sur la guerre en Ukraine, au mois de mars, il y avait eu 15 millions de téléspectateurs. Là, il n'y en avait plus que 4,8 millions. Voilà. C'est-à-dire que vous regardez autour de vous, tout le monde le sait bien, plus personne, enfin pas plus personne, mais très peu de gens peuvent encore regarder Macron et l'écouter réellement, tellement on voit qu'il est angoissé, qu'il a peur, qu'il est nul, qu'il ment constamment. Et là, il a eu sur cette émission à TF1 quand même, il a eu du fil à retordre parce que Madame Agnès Molinier lui a mis face à lui donc le bilan de l'endettement de la France parce qu'il y a eu un micro-trottoir où TF1 a sélectionné des Français qui n'y sont pas allés par 4 chemins pour décrire la situation de la France. Monsieur Macron est en pleine perdition. Jean-Noël Barrot, n'en parlons même pas. Et face à ça, la crainte que j'ai, c'est qu'il ne soit tenté par commettre l'irréparable. A fortiori, si ce petit monde est toxicomane. C'est la raison pour laquelle je lance ici un appel. Ça fait 50 fois que je le dis, ça sera la 51e fois. Les parlementaires d'opposition doivent lancer la procédure de destitution de Macron le plus vite possible. Je rappelle que depuis décembre 2018, c'est-à-dire depuis 6 ans et demi, j'ai lancé l'idée qu'il fallait destituer Macron. Si la procédure de destitution avait été lancée il y a 6 ans et demi, est-ce que vous imaginez les économies que l'on aurait fait en matière de dette, en matière de désastre économique, industriel, tout ceci, on y aurait échappé. Aujourd'hui où je vous parle, tous les jours où je vous parle, il y a à peu près la gestion de Macron aboutit à une augmentation de notre dette collective de 1 milliard d'euros par jour. Tous les jours. Et depuis 2022 et la guerre en Ukraine, le risque d'un dérapage vers une guerre nucléaire ne cesse de s'aggraver depuis février 2022. Ça fait donc 6 ans et demi que je demande que les partis d'opposition fassent leur travail pour dégager ce monsieur. Ça fait 3 ans que ça devient urgentissime avec la guerre en Ukraine. Il apparaît chaque mois un petit peu plus que nous avons affaire à quelqu'un qui est un malade mental et qui est toxicomane. Il faut destituer Macron. Et si les partis d'opposition
et le Rassemblement national et les Républicains continuent à refuser de le faire, continuent à dire non, 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 on attend encore 2 ans. Mais pourquoi attendre 2 ans? À ce rythme, dans 2 ans, on sera passé à plus de 4 000 milliards d'euros de dette publique. À ce rythme, dans 2 ans, Macron aura laissé détruire encore des pans entiers de l'industrie française et de l'agriculture française, aura accepté le Mercosur. Et si on continue comme ça, peut-être que Macron, entre-temps, aura lancé ou fait lancer des armes contre la Russie avec peut-être une réplique impitoyable des Russes. Il faut en finir maintenant. En tout cas, vis-à-vis des générations futures, j'espère que les gens pourront retrouver cette déclaration que je fais. Il faut en finir avec Macron. Il faut destituer Macron. J'appelle ici tous les Français qui me regardent à réexpédier leur carte d'adhérent du RN ou de LR et accessoirement du Parti socialiste, quoique le Parti socialiste, je crois, avait voté la procédure de destitution. Il faut que le Rassemblement national lance la procédure de destitution avec l'opposition. Est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est pas clair? Et que ceux qui ne veulent pas que la France reste aux mains d'un cinglé, eh bien, se manifestent. Moi, je ne peux rien sans vous. Faites-le et manifestez-vous auprès de vos dirigeants et de vos députés du Rassemblement national. Vive l'Union populaire républicaine et vive la France. Merci de soutenir l'UPR pour continuer le travail d'émancipation entrepris depuis 18 ans par François Asselineau. Vos dons sont essentiels, votre mobilisation aussi.